Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo très particulière parce que vous l'avez vu, je ne suis pas tout seul, c'est un nouveau concept, j'espère que ça vous plaira. Vous le savez, moi je suis entre guillemets un vulgarisateur, donc je connais pas mal de choses, mais finalement quand on gratte, derrière il n'y a plus grand chose, et donc là j'ai fait appel à un spécialiste, quelqu'un qui est plus côté tech, et qui va nous parler un peu d'un sujet qui est vraiment un truc d'actualité, à savoir tout ce qui est normes NFT. Donc du coup j'accueille Michael de la chaîne Tokens Invaders. Bonjour Michael, comment vas-tu et merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors moi, je suis dans l'écosystème des cryptos depuis 2017. J'ai lancé une chaîne YouTube avec mon associé mi-2018 pour vulgariser l'investissement dans les crypto-monnaies sur le secteur du long terme. Et l'idée, bien sûr, c'est d'avoir une vue tech, mais également une vue fondamentale. De par mon background en cybersécurité, je m'amuse à creuser en profondeur les normes, à voir comment on les implémente. Et en 2022, j'ai sorti également un livre sur les NFT. C'est un secteur qui, pour moi, est très prometteur sur le long terme. Et donc, effectivement, je pense qu'il est intéressant aujourd'hui de s'attarder sur quelques normes qui vont faire évoluer le marché des NFT sur le long terme. Super, bah déjà je te le redis, merci d'être là. C'est vraiment très gentil à toi. Donc bien sûr je vous mettrai tous les liens, hein, toute la chaîne, etc. Tokens Invaders, pour ceux qui veulent aller plus loin et se renseigner un petit peu sur ce qu'ils font. Déjà première question, on parle de normes NFT, mais déjà qu'est-ce que c'est et pourquoi ça intéresserait les gens de savoir ça? Est-ce qu'on peut pas juste acheter notre JPEG tranquillement sans le savoir, tu vois, ce que c'est? Alors, les NFT, c'est quelque chose d'assez large. Si on reprend vraiment la définition de base, c'est ce qu'on appelle les non-fungible tokens. C'est-à-dire que ce sont des jetons qui sont identifiables. Contrairement à un Bitcoin qui va être similaire à notre Bitcoin, on a bien sûr l'historique qui pourrait entacher un peu cette similarité. Là, on a vraiment une différence entre chaque jeton. C'est-à-dire qu'on peut dire que ça, c'est une œuvre d'art qui appartient à une telle personne. Ou ça, c'est une épée dans un jeu vidéo. Les NFT, c'est quelque chose de vraiment très large. On peut les appliquer à l'identité numérique, on peut les appliquer à des secteurs comme la musique, on peut les appliquer à des secteurs comme le voyage. On a vraiment une quantité d'affaires qui est juste astronomique. Et quand on a eu le buzz un petit peu des NFT, on parlait tout de suite ce qu'on appelle des PFP. Donc, c'est tout ce qui est images de profil qui ont été très, très véhiculées à travers Twitter, maintenant qui a été renommé X, qui a fait un petit peu le buzz avec des images qui sont vendues plusieurs millions de dollars. Alors, ça se calculait en Ether directement à l'époque, mais c'était juste incroyable. Et donc, pour arriver à implémenter toutes ces technologies-là, il faut bien sûr une sous-couche qui est très importante, qui est la blockchain, qui permet d'apporter de la traçabilité, de la décentralisation et surtout de l'immuabilité. Ça, c'est un jackpot complet. Bien sûr, pour que les projets puissent se développer correctement, il faut mettre en place des normes, il va falloir mettre en place surtout des règles. Parce que si vous avez 50 projets qui se lancent et que chacun fait un peu sa tambouille, on se retrouve avec tout et n'importe quoi. Donc, on a plusieurs grandes normes qui sont lancées. D'abord, on a eu les ERC20 sur la blockchain Ethereum, qui est la norme liée aux utility tokens. Donc, c'est à peu près tous les jetons que vous avez l'habitude d'utiliser dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'est une grande partie aujourd'hui des jetons qui sont en circulation. Et après, on a eu cette norme un peu plus particulière qui s'appelle l'ERC 721, qui est justement la norme qui est dédiée aux non-fungible tokens, donc aux tokens qui vont être identifiables, qui ne sont pas remplaçables par un autre token de manière échangeable, on va dire, en direct. Ok. Ok, alors je vois ce que tu veux dire. Ça, les gens peuvent le vérifier, on est d'accord sur quoi? Sur OpenSea ou autre. Comment on trouve à quelle norme correspond quel NFT et qu'est-ce que ça nous avance? Là, on parle d'Ethereum. Est-ce que c'est aussi valable pour d'autres blockchains? Alors, bien sûr, j'ai pris l'exemple d'Ethereum, qui est l'une des plus anciennes blockchains, qui est un peu le pilier aujourd'hui dans ce secteur-là. Mais il existe également d'autres blockchains qui vont venir concurrencer Ethereum avec des frais de transaction plus rapides, avec des frais de transaction moins chers, pardon, des blocs plus rapides et tout un tas d'autres technologies qui ont également importé leurs propres normes. Et aujourd'hui, il y a différents intérêts en fait à regarder comment déjà est stocké un NFT. Est-ce que le NFT est intégralement stocké sur la blockchain? Est-ce que certaines informations sont stockées en dehors de la blockchain? Est-ce qu'il est centralisé ou non? Et tous ces éléments-là vont faire partie plus ou moins de certaines normes et de l'implémentation surtout du projet sur la blockchain. Sur des plateformes comme OpenSea ou encore Rarible, on va trouver tout un tas de NFT de différentes catégories. Dessus, quand on clique sur une des images en particulier, on va avoir accès à un certain nombre d'informations. On peut avoir accès au contrat, donc c'est le code informatique qui va lier le NFT à la blockchain, mais également à toute la norme qui va être utilisée derrière. On va pouvoir également savoir si les données sont stockées directement sur la blockchain,
ou si elles sont stockées en dehors de la blockchain. Par exemple, un point qui a été très critique dans le début des développements des NFT, si on prend les images de profil, c'est que certaines images étaient stockées sur des serveurs qui étaient centralisés et le jour où on arrêtait ce gros ordinateur, on perdait le NFT. Alors que certaines personnes pensaient être le propriétaire sur la blockchain. Donc, il y a différentes choses à comprendre. Il y a différentes parties qui vont interagir les unes avec les autres. Et ces NFT, comme je le disais plus tôt, ce n'est qu'un début en fait de l'évolution et de l'utilisation qu'on en a aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller fractionnaliser des œuvres qui sont illiquides à l'heure actuelle. Si on parle de l'immobilier, on prend un appartement, on va le découper en 100 petits morceaux et chaque jeton sera un NFT de cet appartement. C'est une des possibilités. Il en existe plein d'autres. On peut arriver à faire tout un tas de choses différentes avec les NFT, comme je disais, que ce soit de l'identité, que ce soit de la musique. Et l'idée étant d'avoir des normes qui évoluent en fonction des besoins. Les premières normes, elles ont une certaine particularité, c'est qu'un NFT ne peut pas être divisé. Et les nouvelles normes vont permettre justement de pouvoir diviser ces NFT via différentes technologies, ce qui va permettre d'apporter à nouveau de la liquidité. Quand vous avez une œuvre d'art, vous avez un tableau de Picasso qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Là, on a une image d'un singe qui vaut, pareil, plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça fait un coût d'entrée qui est très dur pour beaucoup de personnes. Si ce tableau-là ou cette image-là, on avait la possibilité de la fractionnaliser, ça permettrait aux petits porteurs de pouvoir détenir un bout justement de cette œuvre d'art, au lieu d'aller spéculer peut-être sur des projets qui sont beaucoup plus risqués, beaucoup plus jeunes et qui manquent encore de maturité avec un niveau de risque beaucoup plus important. Ok, donc en fait là, tu nous parles presque de ce que j'ai parlé pas mal de fois parce que c'est un gros truc du moment, à savoir la fameuse norme ERC 404 qui relie et qui réconcilie finalement les NFT et la crypto, ou tu parles d'autre chose? Alors effectivement, l'idée, c'était d'introduire doucement cette norme ERC 404, qui est une norme expérimentale. Quand on développe sur une blockchain, on va apporter des normes, mais il faut qu'elles soient testées avant d'être approuvées. Il y a tout un circuit de validation chez Ethereum où on passe d'abord par les ERC, qui sont des normes expérimentales, et une fois qu'elles sont validées, on va les passer en EIP. Bien sûr, pendant cette phase de test, il va y avoir des projets qui vont se lancer dessus, qui vont essayer de le tester, qui vont essayer d'éprouver un petit peu le marché et voir si la norme correspond bien aux besoins du marché. C'est aussi pour ça que cette norme qui est apparue sous le nom de ERC 404, elle a été majoritairement poussée par un projet qui s'appelle Pandora. Et leur objectif, c'était de réconcilier cette norme ERC 721 qui était la norme de base sur la blockchain Ethereum pour les NFT et l'ERC 20 qui était la norme des utility tokens en un seul contrat intelligent. Ça a déclenché plusieurs problématiques avec des frais de transaction qui étaient beaucoup plus élevés. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé avec un token Pandora qui vaut assez cher et donc qui est finalement peu accessible. C'est une norme qui n'a pas forcément été trop utilisée. C'est pour ça qu'en parallèle, il y a certaines personnes qui ont continué de développer. C'est également l'avantage de la blockchain, c'est d'avoir un réseau qui est totalement ouvert, où chaque personne a la capacité d'apporter sa petite bride de technologie et d'apporter sa petite innovation. Et c'est comme ça qu'on a entendu parler des DN 404, qui est vraiment une norme qui est très très récente, qui est même encore plus récente que le RC 404. Et là, c'est de se dire, OK, dans le RC 404, on a un seul smart contract qui va faire les deux éléments, qui va essayer de gérer justement cette partie-là. Là, dans le DN 404, on va avoir deux smart contracts, un pour le RC20, un pour le RC 721, et qui vont essayer de communiquer entre eux. C'est juste deux façons de voir les choses. L'avantage d'avoir deux contrats, c'est qu'on apporte plus de flexibilité avec des coûts de frais de transaction qui sont moins chers. Par contre, d'un point de vue sécurité, ça n'a pas encore été audité. On est vraiment sur des choses qui sont très récentes avec un niveau de risque qui est assez élevé. Par contre, ce que ça apporte, et c'est ça qui est très très intéressant, c'est que dans notre cas de notre NFT qui vaut plusieurs millions, on a la possibilité maintenant de le fractionnaliser, c'est-à-dire de posséder 0,1 directement de ce NFT, pas sous le format NFT, mais sous un format d'un autre jeton, un ERC20. Et lorsqu'on atteint un ERC20 complet, on se retrouve à avoir le NFT qui est minté, qui est directement crédité, si on peut dire ça comme ça, dans notre portefeuille. Et là, on devient le possesseur de ce NFT. Sinon, on n'a qu'un dixième de droit sur ce NFT. Ce sont des exemples avec des chiffres assez simplistes pour que vous puissiez comprendre assez facilement justement le développement de cette norme-là. Et l'objectif de toutes ces normes, c'est d'apporter justement de la liquidité dans un marché qui est aujourd'hui trop peu liquide. D'apporter la possibilité peut-être d'aller prêter des NFT, de pouvoir gérer par exemple des remboursements lorsque des périodes de mint se sont mal passées,
quand on parle de mint, c'est le fait de poser une œuvre directement sur la blockchain. C'est-à-dire que vous avez une image, vous voulez l'inscrire sur la blockchain, vous allez le minter. Et aujourd'hui, il y a des collections entières qui se lancent. En général, on parle de 10 000 pièces. C'est un peu le standard au niveau des collections de NFT. Et vous avez des personnes qui vont payer pour minter des NFT en ayant potentiellement une chance d'avoir un NFT plus ou moins rare qui se vendra plus ou moins cher derrière. L'avantage d'avoir des normes qui permettent d'avoir du remboursement, comme l'ERC 720R, l'ERC 721R, c'est que par exemple, si jamais le NFT minté descend en dessous d'un certain prix, vous avez une certaine période pour pouvoir récupérer directement votre argent. Ça permet d'apporter plus de flexibilité, surtout d'éviter aux scammers de lancer tout un tas de collections avec les nouvelles normes. C'est un peu le problème. Quand on arrive avec une nouvelle norme, on arrive avec une nouvelle technologie, on a plein de projets qui se lancent avec des personnes dont l'objectif est de scammer un maximum de personnes, leur retirer un maximum d'argent sans jamais rien délivrer derrière. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant quand on chasse comme ça des nouveaux projets. Ok, alors déjà c'est super intéressant. Je te remercie d'être sur la chaîne pour nous apporter un peu ces éclaircissements. Alors là, tu parlais justement que chacun apportait un peu sa pierre à l'édifice et puis proposait quelque chose. Mais justement, comment ça se passe? Est-ce que n'importe qui, si moi demain je veux sortir une norme NFT, est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il y a une sorte de cartel qui régit ça? Est-ce que toutes les places de marché, les marketplaces, vont pouvoir interagir avec ces normes? Comment ça se passe en fait? Si demain un projet arrive, comment on peut savoir que c'est un projet legit, que la norme est bien un truc auquel tout le monde adhère. Enfin, comment ça se marche un petit peu cette histoire, cette arrivée de nouvelles normes? Alors justement, il y a des processus de validation. N'importe qui ne peut pas arriver, poser son bout de code et dire ça y est, c'est en production, ça fonctionne. Ça ne marche pas comme ça. On a des projets comme Ethereum ou encore Solana qui sont actuellement deux projets assez porteurs de nouvelles technologies et de nouvelles normes. Vous avez des circuits de validation, c'est-à-dire que vous allez dire, OK, on a une problématique actuelle dans les NFT, par exemple. Je vais proposer un bout de code qui va répondre à cette problématique-là. Ensuite, elle va être vérifiée par des équipes. Chez Ethereum, on a ce qu'on appelle le core dev, qui est une équipe de personnes qui sont extrêmement compétentes, qui vont relire les codes, qui vont analyser, qui vont dire, OK, ça vaut le coup potentiellement de tester et de voir si cette norme-là peut être intéressante ou non. Donc, ils vont l'attribuer, ils vont attribuer un numéro en disant, OK, on va la tester pendant un certain temps sur différents réseaux. Sur Ethereum, il y a des réseaux de production directement, ce qu'on appelle le mainnet, qui est le réseau principal. Et après, on a tout un tas de réseaux de tests sur lesquels on va pouvoir s'amuser justement à expérimenter comme ça un petit peu des différentes technologies. Une fois qu'on a expérimenté ces technologies-là, qu'elles ont été validées, la grande majorité ne sont pas validées, elles sont abandonnées en cours de route parce que ça ne répond pas forcément aux besoins, parce que le développement peut être un peu plus optimisé. Il y a différentes personnes qui vont regarder les aspects du code, qui vont essayer de l'améliorer. L'idée, quand on a une norme, c'est qu'elle a déjà été validée par un certain nombre de personnes. On a déjà eu un certain retour d'expérience dessus. Il y a des normes qui viennent juste de sortir, qui sont vraiment, au tout début, c'est un balbutiement. Et quand on parle du DN 404, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a une personne dans son coin qui a mis à disposition du code sur GitHub, qui a dit « Ok, ça fonctionne, mais ça n'a pas été validé par les équipes de chez Ethereum. » Il y a tout un circuit comme ça avant qu'il y ait vraiment une norme qui soit en place. Et quand on parle de IP, c'est la dernière étape de cette norme-là. C'est-à-dire que c'était testé, validé, et du coup, les projets qui veulent se lancer, les futurs peuvent le faire. Bien sûr, ça n'empêche pas à des personnes qui veulent faire de l'expérimental de pouvoir tester ces normes-là. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que vous avez les grosses plateformes de marché où on va acheter et vendre des NFT qui vont choisir de se mettre sur les normes qui sont validées et certaines vont même accepter les normes qui sont expérimentales. Ce n'est pas forcément le cas de toutes. Et quand elles le mettent en expérimental, elles vont essayer de lister peut-être les projets les plus solides. On a eu différentes normes sur différentes blockchains qui ont été plus ou moins rapides en termes de développement. Et l'objectif des plateformes de marché, il faut bien se rappeler qu'elles gagnent de l'argent sur les frais de transaction. C'est-à-dire que quand vous allez acheter et vendre des NFT sur une plateforme de marché, elles vont prendre un peu de frais. Donc, plus elles arrivent à suivre ces évolutions, les tendances de marché où l'argent est injecté, plus potentiellement elles vont gagner d'argent. Par contre, si la plateforme de marché, on prend le cas d'OpenSea, se met à mettre en avant uniquement des projets scammy, ce qui va se passer, c'est que tous les investisseurs qui ont beaucoup d'argent vont arrêter de passer par là parce qu'il y aura un trop gros niveau de risque. Donc, c'est obligé toujours de jouer cette balance entre les nouvelles technologies et les projets qui sont déjà implantés. L'objectif, bien sûr, pour eux, c'est de développer leur plateforme. Et comme on l'a vu avec le bear market et là, à nouveau, avec l'arrivée du bull, on voit les frais de transaction et le nombre de transactions qui commencent à nouveau à augmenter. Si on prenait le nombre de transactions qu'il y avait sur OpenSea il
il y a de ça quelques années, on était vraiment descendu sur des niveaux qui étaient incroyablement bas parce que ça intéressait plus personne. Et eux, leur objectif, c'est d'arriver justement à générer de l'argent. Il faut toujours arriver à comprendre où est l'intérêt de la personne que vous avez en face de vous et comment elle génère de l'argent et quel est son modèle économique surtout pour pouvoir le générer. Ok, autre question, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Là, on est quand même en 2024, donc les NFT, le premier NFT, il a plus ou moins 10 ans. Pourquoi du coup ces normes arrivent maintenant? Tu nous dis que c'est un peu une phase de test finalement. Donc est-ce que finalement c'est pas un pétard mouillé et ça peut être amené à disparaître? Quel est ton avis personnel en fait sur ces nouvelles normes, notamment les DN 404, ERC 404 que tu as cités? Est-ce que tu penses que c'est l'avenir des NFT? Est-ce que tu penses qu'en fait il y a d'autres normes qui te viennent en tête qui seraient plus à même de répondre aux besoins actuels? Comment toi tu te situes par rapport à ça et pourquoi ça arrive maintenant et qu'est-ce qui peut arriver ensuite? Question un petit peu globale. Alors, je pense qu'effectivement, les NFT, il faut les voir sur le long terme. Et pourquoi ça arrive maintenant? Tout simplement parce qu'on a une certaine étape où on entend beaucoup parler des real world assets, qui a vraiment poussé justement ce mouvement avec une nouvelle économie, avec des nouveaux besoins. On a eu les premiers besoins qui sont apparus il y a 10 ans, qui étaient plutôt effectivement des images de profil. Il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup de liquidité. Après, on a eu le secteur du gaming qui a apporté de nouvelles normes parce qu'il y avait besoin justement de rentrer dans ces aspects-là. Et on avait besoin d'avoir une arme qu'on pouvait déplacer dans un jeu, on avait besoin de tokeniser un petit peu des cartes. Donc, on a eu cette évolution au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a le secteur des RWA qui est vraiment moteur justement sur ces technologies-là, avec des besoins très spécifiques qui commencent à arriver. Et si on prend le cas du DN404, on a déjà un jeu qui commence à essayer de se positionner dessus. Je ne dis pas que ce sera forcément le jeu qui va fonctionner, c'est Extremeverse, mais en tout cas, c'est les premiers à le tester. Aujourd'hui, il y a un besoin, on a un besoin de liquidité, c'est sûr et certain, sur la partie NFT. Après, est-ce que c'est cette norme-là qui a fonctionné mieux que les autres? On ne le sait pas. Il y a eu d'autres normes qui essaient de travailler sur ces problèmes-là. On prend par exemple la 1155 qui avait pour objectif de résoudre ces problématiques-là, qui n'a jamais finalement été très adoptée. Donc, est-ce que le RC404 avec le DN404 est un pétard mouillé? C'est l'avenir qui nous le dira. Par contre, le besoin, il est bien présent. On a besoin de liquidité, on a besoin de fractionniser ces tokens-là, et on a également tout un tas d'autres besoins dans le secteur des NFT. Donc, il y a des normes, et je pense que ces normes vont commencer à se spécialiser dans certaines thématiques. Certaines plutôt orientées autour du gaming, certaines plutôt tournées autour de l'immobilier, certaines tournées autour des crédits ou des crédits carbone, par exemple. Donc, on a plein de normes différentes qui vont évoluer, et Ethereum, c'est tout simplement un cycle de vie. Donc, ça évolue au fur et à mesure du temps. Certaines normes ne fonctionnent pas comme on les a attendues, d'autres sont vraiment des piliers sur le futur. Le RC721 était un pilier dans le futur. Le RC721R, on a très peu entendu parler. Ça n'a pas très bien marché. Et pourtant, c'était là pour protéger les personnes qui investissaient. Donc, vous voyez, on n'a pas de boule de cristal, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, les NFT, sur l'avenir, il y a un vrai coup à jouer, que ce soit d'un point de vue spéculation ou d'un point d'investissement. C'est une technologie que je suis particulièrement pour tout ce qui est identité numérique, parce qu'aujourd'hui, on a un besoin fondamental en fait dans ce secteur-là. Et quand je vois certains pays comme l'Estonie, où j'ai habité il y a quelques années, qui sont vraiment en avance d'un point de vue numérisation de tout ce qui est administration, ce sera les premiers, je pense, à passer le pas justement sur ces secteurs-là. Donc, quand on parle de NFT, on ne parle pas forcément que d'images. Il faut bien comprendre qu'une norme peut impacter une catégorie de NFT que vous ne maîtrisez pas forcément à l'heure actuelle. Mais si le besoin est là et qu'il se refait sentir, ça perdurera. C'est toujours le marché de toute façon qui va dicter les besoins. Peut-être que la norme est peut-être trop tôt par rapport à l'évolution technologique. C'est aussi une possibilité. On a eu certaines normes qui sont sorties il y a plusieurs années et qui ne sont utilisées que maintenant parce qu'il y a un besoin et surtout il y a des projets qui commencent à l'utiliser. Vous pouvez avoir les normes, vous pouvez avoir les outils. Si personne n'en a besoin ou s'il n'y a aucun projet qui se lance qui répond réellement à un besoin, bah, la norme restera dans le placard. Elle existera, elle sera disponible, mais il va falloir un nouveau narratif, si on peut dire ça comme ça, pour qu'elle soit vraiment mise en avant et que les gens commencent à l'utiliser. Et pourquoi aujourd'hui on entend parler un petit peu de ça? Tout simplement parce qu'on est dans une nouvelle phase haussière, que les gens commencent à respéculer, ils voient que l'argent commence à arriver et qu'on a certaines personnes qui se sont dit « Ok, les ERC 404 viennent de se lancer, on va commencer à spéculer dessus, on va trouver des améliorations, on va spéculer dessus, et ainsi de suite. » Et peut-être que dans quelques mois, on n'entendra plus du tout parler de cette norme-là. Il y a eu plusieurs normes qui ont fait un petit peu débat comme ça sur le réseau Ethereum. Ça a duré en général quelques mois et après, ça a un petit peu disparu. Mais il y en a certaines qui arrivent à persister dans le temps et je pense que c'est vraiment celles-là sur lesquelles il faut arriver à se focaliser.
Comment on fait la différence entre une norme qui va rester ou qui ne va pas rester? Il faut d'abord comprendre le fondamental et surtout le besoin du marché. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important, je pense. OK et bah, écoute, merci, pour toutes ces explications Michael. J'ai envie de te laisser du coup le mot de la fin pour conclure et par contre, toi là, bah, tu as beaucoup d'informations en tête, tu sais beaucoup de choses. Comment est-ce que les gens peuvent se renseigner d'eux-mêmes, pour, essayer de s'éduquer autour de ces normes? Est-ce que tu as des sources ou des pistes à leur apporter? Et puis après, bah, s'il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui te semble très pertinent, très intéressant, je te laisserai du coup finir là-dessus. Alors effectivement, il y a beaucoup d'éléments que j'ai donnés au fur et à mesure de la vidéo. Alors vous pouvez retrouver bien sûr tout un tas d'informations directement sur Google, sur aujourd'hui des intelligences artificielles. Vous pouvez leur poser tout un tas de questions sur les normes, sur les nouvelles normes qui viennent de paraître. Mais surtout, si vous avez envie de suivre un petit peu ces tendances-là, vous avez différents réseaux qui vont être moteurs dans ces évolutions. Les évolutions les plus majeures vont venir en général de chez Ethereum. Donc regardez du côté de l'Ethereum Foundation, regardez du côté des équipes et regardez du côté des nouvelles ERC qui viennent de sortir. Vous avez sur le GitHub la liste des ERC qui sont à apparaître, qui sont en cours de validation. Donc ça, c'est une première piste. Après, côté Solana, vous avez également d'autres normes qui arrivent au fur et à mesure. Et moi, ma source privilégiée, ça reste X, anciennement Twitter, parce qu'on a beaucoup d'informations qui circulent dessus, qui se recroisent. Et des fois, un influenceur va parler d'une norme. Majoritairement sur le secteur américain, c'est là où on va trouver les dernières nouveautés. Et l'idée, ça va être de la comparer avec d'autres influenceurs, d'aller la creuser cette norme-là, de voir comment on peut se positionner dessus. Il y a bien sûr des pépites aussi sur les Discord, mais je trouve que c'est un peu fourre-tout. J'aime pas trop y passer du temps dessus. Mais l'idée étant toujours de recroiser différentes sources d'informations pour se faire son propre avis. Et je pense que c'est de manière plus globale dans le secteur des crypto-monnaies. Si on veut investir sur le long terme, prendre un niveau de risque qui est mesuré et arriver à gagner de l'argent sur le long terme, il faut toujours arriver à faire une analyse fondamentale, prendre du temps, comprendre ce qu'on fait et pas suivre n'importe qui et aller jeter de l'argent un peu par-ci par-là. Je pense que c'est vraiment important et ce sera le mot de la fin parce que pour moi, c'est l'élément fondamental qui est d'abord la formation, la compréhension et surtout la patience. Parce que quand vous êtes impatient, vous payez les patients et ça a toujours été la norme où que vous soyez. Ta conclusion est incroyable, c'est parfait. Écoute, je te remercie, Michael. Je remettrai bien sûr tous les liens en description, donc de votre chaîne Tokens Invaders. Également Ouais. aussi, si jamais, bah déjà, si vous avez aimé le contenu, pensez à lâcher un petit commentaire. Si vous avez une question, je pense que Michael pourra passer en commentaire ou sinon je lui poserai la question. N'hésitez pas à interagir et à dire un truc que vous n'avez pas compris, un truc qui n'est pas assez clair. Et pareil aussi, si ce format vous plaît, je pense que je le referai. Et donc, n'hésitez pas à me dire aussi qui vous aimeriez voir dans les interviews, un peu plus techniques, un peu plus profondes en fait sur la chaîne. Merci beaucoup du coup, Michael, pour ces explications sur les normes. C'était super Merci à intéressant. toi. Et puis, bah écoute, à tout bientôt. Merci à tous, merci encore une fois Michael, et bien sûr, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit et Michael, à bientôt, ciao.